Je dessinerai toujours ce beau sourire sur mon visage pour vous, chers téléspectateurs, lorsque je vous retrouverai tous les jours à 10 h dans le cadre de votre programme Espace Miné, diffusé sur les antennes d'Info TV de lundi à vendredi entre 10 h et 11 h 52 minutes. Et parce que vous savez me donner tout ce bonheur et tout ce plaisir, je vous adresse donc un bonjour chaleureux. C'est votre émission Espace Miné qui démarre à l'instant. C'est la deuxième sortie de la semaine. Ce matin, on parle de gouvernance universitaire, insistant sur la professionnalisation des enseignements, désormais d'actualité dans les universités d'État au Cameroun. Et en dehors de l'instant d'analyse de la thématique, vous aurez droit à la revue de la presse, une signature de Théophile Vianney-Bia, que très affectueusement j'appelle TVB, et à la dénonciation du jour qui vous sera donnée par Bernardo Basson, le sucre national. Pour parler donc de ces trois points d'orgue qui sont toujours d'actualité lorsque votre émission Espace Miné démarre, nous recevons sur ce plateau des invités que je m'en vais vous introduire. Je vais commencer par Elias Perrier-Nguelieu, qui est chargé de cours au département de sociologie. Il est par ailleurs un directeur pédagogique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Olivia, merci beaucoup. Merci, c'est à vous que je dois dire merci de nous honorer de votre présence ce matin. Chaque fois qu'on a l'occasion de participer à un débat intéressant, on ne manque pas de partager avec de brio panélistes qu'on a ce jour. Un mot pour nos téléspectateurs qui vous regardent, qui nous regardent en fait. Je dis bonjour à tout le monde et j'espère que la convivialité, le partage doit primer sur l'échange ce jour afin que la thématique qui est proposée puisse être analysée de manière centrée sur la réalité. C'est tout le bonheur que nous nous souhaitons pour ces 1 h 52 minutes d'échange que nous allons passer avec vous. Et juste en face de vous, vous le connaissez certainement, je m'en vais introduire le consultant Pierre Biron-Yemec. Il partage le plateau avec nous tous les jours. Bonjour Pierre Biron et bienvenue. Bonjour Madame Bossal, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai le cœur triste et le cœur joyeux pour des nouvelles que je m'en vais annoncer ce matin. Je commence par la triste nouvelle, c'est celle de la perte du collégion de la Damawa, des suites d'un accident. Les images ne sont pas bonnes. Sur l'axe, pour ceux qui ont fait le grand nom, on appelle Ngaoundéré souvent Ndéré. Vous qui n'avez pas été là-bas, c'est vous qui dites Ngaoundéré. L'axe Ndéré-Garoua, le collégien a trouvé la mort suite à un accident très violent. J'adresse à la famille nucléaire, mais également aux forces, au FMO, toute la compassion des groupes de médias de Info Matin, Météo et Info TV. La joyeuse nouvelle nous vient d'Info TV. Alors, cette fois-ci, Info Matin, c'est que depuis 3 ans, le PDG de Info TV, de Info Matin, il est DP de Info Matin et la météo, est poursuivi à côté d'un de ses collaborateurs, M. Ebola, par le PDG des groupes Congelcam, pour diffamation de noms et autres, et on revendiquait au PDG d'Info TV, M. Dieudonné Mveng, et à son collaborateur, une somme, tenez-vous bien, d'1 milliard de francs de dommages et intérêts. Alors, il y a quelque temps, le PDG de Congelcam avait été débouté dans certains tribunaux. Ce matin, le verdict est tombé. Le PDG de Info TV et son collaborateur d'Info Matin, le DP d'Info Matin, M. Dieudonné Mveng, ont été déclarés non coupables. Donc c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Parce que nous nous demandions bien. Et qu'est-ce qui leur était reproché? Simplement d'avoir relayé dans leur journal des dénonciations que la CONAC avait faites dans son rapport. Et donc le PDG de Congelcam a jugé bon de les poursuivre. Il faut rappeler ici qu'à un moment donné, M. Dieudonné Mveng était poursuivi dans une dizaine de tribunaux à la fois. Quand vous avez des problèmes avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ouais, ça c'est vrai. On vous porte plainte dans 10 tribunaux par exemple, et seulement les déplacements vous essoufflent. Quelquefois les procès ont lieu le même jour, ainsi de suite. Donc c'était stressant parce que beaucoup de fois nous devions
ne pas avoir notre PDG parce qu'il était au tribunal constamment. Et vous savez aussi, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, lui ne vient pas au tribunal. Non, jamais. Bon, c'est vous qui allez au tribunal. Oui. Donc, il vous trimballe. C'est ça la force de l'argent. C'est vous chiffonne en fait. C'est une bonne nouvelle. Alors, je vais conclure avec la citation naturellement. La couronne de gloire est un vase d'usage vil pour celui qui n'a pas combattu le combat de la justice. La couronne de gloire est un vase d'usage vil pour celui qui n'a pas mené le combat de la justice. Je vais illustrer un peu. Okay. Vous voyez les mauvais héritiers, là. Quand un enfant trouve que papa a tout fait, on le met au trône. Souvent, il ne connaît pas les peines que papa a prises pour bâtir. Pour lui, c'est un vase d'usage vil. Vous trouverez qu'il a vendu tel bien, qu'il a donné ceci à une copine, qu'il gère n'importe comment. Il faut avoir participé à un combat pour mesurer et bien savourer les fruits de la réussite. Effectivement. Un Français avait dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Nous disons, en nous inspirant en bonne partie de la Bible, la couronne de la gloire est un vase d'usage vil pour celui qui n'a pas mené le combat de la justice. Merci Pierre Biéroniemec. Merci beaucoup pour vos citations vraiment qui font beaucoup le bonheur de nos téléspectateurs et qui aussi m'enseignent beaucoup. J'aime bien vos citations et je profite pour vous dire merci vraiment pour votre sagesse car elle éblouit le plateau. Naturellement, Bernardo Basson, vous aussi, par vos dénonciations, parce qu'il ne faut pas faire le jaloux. J'ai vu Bernardo esquisser un petit sourire là. Donc, vraiment, moi, j'aime aussi vos dénonciations. J'aime bien vos dénonciations parce qu'elles participent, elles aident beaucoup de personnes. Bonjour et bienvenue, Bernard Basson. Bonjour, Olivia. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Ne faites pas attention, je ne connais pas le sentiment qu'on appelle la jalousie. La jalousie est l'antichambre de la sorcellerie. C'est-à-dire, généralement, on commence par être jaloux avant de devenir sorcier ou de pratiquer la sorcellerie, excepté les cas dans lesquels on est méchant naturellement. Donc, loin de moi l'idée de devenir jaloux. Non, non, vraiment, ça ne me concerne pas. Vous savez, Olivia, à un moment donné, pour des personnes qui sont très fortunées, la vérité devient une simple opinion. Elles embrigadent tout, elles ont l'impression qu'elles sont des dirigeantes ou des dirigeants, c'est-à-dire elles ont clairement l'impression de tout contrôler et on gouverne par magie avec des écrans de fumée. C'est pourquoi certaines personnes qui ne transforment pas leur pouvoir financier en devoir continuent d'en abuser. Et je pense que les humains n'ont pas conscience de ce qu'à un moment donné, la force finit par devenir une faiblesse. Moi, j'ai fait un constat, Bernardo. Parce qu'elle est abusivement utilisée. Comme je l'ai dit la dernière fois, le pouvoir, c'est comme l'argent. Plus on en abuse, moins on en a. Donc, il faut savoir être doux quand on a le pouvoir pour en avoir davantage. Lorsqu'on en abuse, comme l'argent, on n'en a plus. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27, d'ailleurs, Info TV, Info Matin, la météo, aujourd'hui, on va pas dire célèbre, mais est rétablie. Elle rétablit une fausse accusation. La justice a dit ce qu'elle avait à dire, dont les choses aujourd'hui sont claires. Aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois de juin et on célèbre la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Oui, donc c'est aujourd'hui qui a été consacré combien de réflexions sur la structuration, l'organisation, le fonctionnement et le développement de ces entreprises-là à l'échelle internationale. Ok, oui, c'est vrai que j'ai suivi cette actualité ce matin. Le ministre Basile Kintroy, lui, il va présider les, c'est pas si il va non pas organiser en fait, il y a des événements et des festivités qui ont justement été organisées. Je crois que c'est lui qui va présider. En fait, je cherchais un autre mot. Là, c'est un mot qu'on utilise. Là, c'est pas présider, le mot présider, mais bon, il va présider les festivités. C'est lui qui sera à l'honneur tout à l'heure. Mais il n'est pas président de la République. Il va juste présider les événements. Il n'est pas président. Non, il n'est pas président. Voilà, il est juste le ministre des petites et moyennes entreprises. Il n'a pas de pouvoir décisionnel. Voilà, il a le pouvoir de coordination. Ok, merci beaucoup pour cette ambiance sur le plateau. C'était la dernière carte de présentation, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après moi.
sur le plateau et nous accueillons avec beaucoup de plaisir l'homme de la revue de la presse, Théophile Vanibia, déjà bien installé dans son fauteuil, à qui j'adresse un bonjour particulier. Bonjour et bienvenue, Théophile Vanibia. Merci Olivia Bossal, je reçois ton bonjour particulier et je t'adresse également un bonjour très très particulier. J'adresse un bonjour plus que particulier aux téléspectatrices et j'adresse un bonjour simple à Bernardo. Pourquoi Bernardo, vraiment... Je ne veux même pas le bonjour. Je n'ai pas dit Bernardo Basson. Je ne veux même pas ton bonjour. De toute façon, je n'ai pas dit Bernardo Basson. Non, je n'ai pas dit Bernardo Basson. Permettez que je termine. Allez-y, terminez. J'adresse un bonjour simple à Bernardo Basson. Ah voilà, bon, vous l'avez défié, vous avez aussi défié, ok. Merci Théophile Vanibia. Alors, que nous disent les journaux ce matin? Oui, les journaux qui sont disponibles en kiosque nous baladent dans pas mal d'actualités, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la politique, sur le plan sportif et même sur le plan culturel. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mbang. Il s'agit bel et bien du quotidien Info Matin qui parle de la Caisse nationale de prévoyance sociale avec ses placements financiers. La CNPS intègre le capital d'Africa Finance Corporation. C'est ce que nous dit le journal Info Matin qui donne les détails de cette actualité en page 3. La Caisse nationale de prévoyance sociale, actionnaire de cette institution financière panafricaine depuis le 20 juin dernier, conforte, d'après son directeur général Noël Alain Olivier Mokoulou Vandoakam, son objectif de doubler ses revenus annuels à environ 40 milliards francs CFA pour les 5 prochaines années. L'actualité concernant donc le placement financier de la CNPS qui intègre le capital d'Afrique Finance Corporation est à lire en page 3 du journal Info Matin. Le quotidien qui est en kiosque parle également de cette même actualité au bas une. Placement financier, la CNPS dans le capital de l'Africa Finance Corporation. Le 20 juin 2023, l'Africa Finance Corporation, AFC, institution financière panafricaine créée en 2007 par des États africains pour apporter des solutions au déficit d'infrastructures de l'Afrique, a annoncé l'arrivée dans son tour de table de 2 nouveaux actionnaires. Parmi ces nouveaux investisseurs se trouve la Caisse nationale de prévoyance sociale, le Fonds public de pension du Cameroun. Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, le Cameroun sous surveillance renforcée par le GAFI. On en parle en grande une du journal Le Quotidien. Émergence parle également de blanchiment et financement du terrorisme. Le Cameroun dans une mauvaise passe, c'est le constat qui est fait par le journal Émergence qui en parle ce matin. Le Drapeau parle également de ce blanchiment d'argent, le Cameroun sous haute surveillance. On parle également de Tabaski 2023, jour de célébration ce 28 juin. Le journal en parle et revient donc plus clairement sur cette actualité en page 4. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, nous fait également savoir que parlant religion, demain, fête de la Tabaski. 70 jours après la fin du jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans vont commémorer demain mercredi l'Aïd el-Kébir, ou fête du sacrifice pour la reconnaissance d'Allah envers son prophète Ibrahim. Dans les domiciles et les marchés, l'heure est aux préparatifs de cette importante fête de partage qui donnera lieu à des prières dans les grandes mosquées du pays. Le journal Cameroun Tribune présente donc ce matin le climat qui règne dans les marchés ainsi que dans les domiciles, le climat des préparatifs de la fête de la Tabaski. Nouveau pacte financier mondial, le son du sommet. Les travaux de Paris se sont achevés vendredi dernier avec une nette convergence de vues des participants pour une réforme du système financier mondial, rejoignant ainsi le président de la République Paul Biya, présent aux travaux et qui depuis plusieurs mois n'a eu de cesse de militer pour une meilleure prise en compte des pays africains dans le circuit financier international. Vision économique présente également les propositions du président Paul Biya au sommet de Paris. Le chef de l'État camerounais a plaidé pour un partenariat financier plus équilibré entre les pays africains et les bailleurs de fonds occidentaux au regard des contraintes macroéconomiques et socio-environnementaux auxquelles notre planète fait face. Breaking News n'est pas en reste. Le journal Breaking News parle également de ce sommet. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Rendez-vous dans 2 ans. Ce rendez-vous est donc pris pour la première évaluation d'après l'information qui est présentée en grande une du journal Breaking News. Fin de meeting départementaux de la Mofou et à Famba. Réussite historique et éclatant succès. On en parle en page 5. Henriette Sournac, samedi dernier à Soa, l'émotion sacrée. C'est ce que nous dit le journal
L'Activateur, qui revient donc sur ce dernier meeting organisé du côté de Soa, un meeting de remerciement des populations ainsi que des partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de la Mofou et Yafamba. Présidentielle 2025, Paul Biya, le candidat du cœur et de la raison, s'exclame le journal L'Activateur d'Angelbert Informant en grande une. Le point bi-hebdomadaire, ce bi-hebdo d'analyse, d'enquête et d'information générale parle également de présidentielle 2025, supputation de candidature présidentielle 2025, équation minée. C'est la une du journal Le Point qui en parle ce matin en grande une. Le Messager s'intéresse au mouvement pour la renaissance du Cameroun avec cette bataille autour d'un penalty en rupture de banc avec sa formation politique. La première vice-présidente du groupe des femmes dit vouloir challenger le président national lors du prochain congrès prévu en novembre 2023. Le climat qui règne du côté du Labo Génie est également présenté en page 6. On nous fait donc savoir que le personnel agonise. Il entame un sitting hier dans l'espoir de trouver une solution à leurs nombreuses revendications. La nouvelle expression s'intéresse à 7 députés décédés sans remplaçant du côté du Parlement. À ce jour, 12 députés sont déjà morts au cours de cette mandature. Des élections partielles pourtant prévues par le code électoral ne sont toujours pas organisées. La dernière en date, la députée du Mayo d'Anaï Est, l'honorable Manamuru Isabelle, est décédée vendredi dernier des suites de maladies. Le journal Le Jour s'intéresse aux poissons pourris au port de Douala et s'interroge ce matin. Qui va payer? L'importateur Congelcam et la régie du terminal à conteneurs se rejettent la responsabilité de conteneurs avariés. Mutation parle des télécoms et électricité. Réseau à revoir. Selon le JCAM, l'environnement des affaires au Cameroun souffre gravement des faiblesses et lacunes des opérateurs de ces secteurs. On parle également mercato. Que valent les lions de la diaspora? Le journal de Georges Alain Boyomo s'interroge ce matin et présente donc ici les performances des lions de la diaspora. L'info à chaud par l'éducation avec ce premier contingent des étudiants de l'IAI Cameroun qui sont donc désormais en Chine. Perfectionnement en Afrique, en informatique. Des étudiants de l'IAI en Chine. 16 étudiants boursiers de l'IAI viennent de s'envoler pour un séjour de 18 mois en Chine. C'est dans le cadre d'un programme de 75 bourses sur 5 ans signé l'année dernière entre Armand Claude Abanda et le président d'une université chinoise. Et un autre contingent d'une quinzaine d'étudiants s'envole également en septembre prochain, d'après ce que nous dit le journal L'Info à chaud. Promotion, qui est le nouveau directeur général d'Eneo. Le profil de l'homme est donc présenté ce matin en page 3 du journal L'Info à chaud. La Flèche d'Afrique parle de projet urbain C2D capitale régionale. Célestine Ketcha-Cortez fait la lumière sur les dénonciations calomnieuses de Conrad Bebendi. Cette lumière est donc présentée en grande une du journal Flèche d'Afrique qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. Merci Olivia Bossal. Merci également à votre panel. Merci à vous Théophile Vianney-Biya pour cette brillante présentation de la revue de la presse ce matin. Deuxième sortie. Alors, vous ne nous quittez pas. Exact. Parce que vous êtes le rédacteur en chef à la rédaction centrale d'Info TV. Et qu'on a 2 grandes éditions de journaux qui doivent être fournies tous les jours. Et certainement, vous avez arrêté des actualités ou traité des sujets qui seront traités par les journalistes entre 19h et 20h ce soir. Oui, puisque nous parlons de la célébration de l'Aïd el-Kébir du côté de la religion musulmane, donc la fête du mouton, comme vous le dites si bien, on va s'intéresser aux préparatifs, on va essayer de faire un tour du côté des marchés pour essayer de voir comment est-ce que les musulmans se préparent à célébrer cette fête. On va également revenir ici avec les fidèles musulmans qui vont présenter ici l'importance de cette célébration. Pour cette raison, on va aller dans les mosquées pour essayer de rencontrer quelques imams afin d'échanger avec eux sur la symbolique de cette célébration. Vous savez qu'elle survient 70 jours après le mois de jeûne du Ramadan. Donc c'est une fête assez importante pour les fidèles musulmans. Il est donc très important pour la rédaction d'Info TV de mettre cette célébration sous les feux des projecteurs. Et vous serez invité, vous avez des amis musulmans qui vont certainement vous inviter, Théophile Vianney-Biya. Des musulmans, vous aimez le mouton. des invitations, il ne manque pas. Peut-être les téléspectatrices musulmanes. Oui. Il y a beaucoup de téléspectatrices
musulmanes qui ont déjà envoyé des invitations inbox. Donc je ne peux pas honorer de ma présence partout, mais je vais quand même faire un effort d'être présent à certains endroits pour célébrer avec les musulmans. Les musulmans sont assez larges et n'aiment pas célébrer seuls. Donc il est donc très important qu'on les accompagne dans cette célébration et ça fait du bien. Alors je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve demain 10h. On se retrouve demain 10h certainement. Mais je viendrai vous donner un peu de mouton. Ok, merci beaucoup. À demain 10h, Théophile. À demain 10h, avec le même plaisir, le même bonheur. Okay, je vous rappelle que les musulmans également m'ont invité, parce que vous avez mis un accent sur les musulmanes. Parce que je sais que les téléspectatrices vous aiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai parlé des téléspectatrices. Merci. Ok, on se retrouve demain, Théophile Jani. Oui. Merci beaucoup, avec le plaisir. On va poursuivre l'émission et on va revenir sur cette actualité avec vous, Pierre Biéro-Nimek. C'est une actualité du journal Le Drapeau qui titre « Blanchiment, le Cameroun sous haute surveillance ». Oui, ben, vous savez que les activités financières sont assez scabreuses souvent dans certains domaines de la finance publique. Ce n'est pas un problème nouveau, le problème du blanchiment des capitaux. Maintenant, le Cameroun sous surveillance, est-ce que le Cameroun est vraiment un lieu si dangereux que ça en matière de blanchiment d'argent, de capitaux, il faut le dire comme ça? Ça existe, ça se fait à travers des activités lugubres telles que le commerce de la drogue et beaucoup d'autres choses. Mais moi je ne pense pas que ce soit un des problèmes les plus importants au Cameroun, ça existe. Mais on peut minimaliser ça. Ok, merci pour votre intervention. Bernard Basson, moi je reviens avec vous sur cette autre actualité. Cette fois c'est le Messager qui titre « Labo-génie, le personnel agonise ». Il faut dire que c'est une situation qui perdure. En fait, je me pose la question de savoir pourquoi on assiste toujours à ces manifestations, à ces grèves et tout ça. Si ce ne sont pas les médecins, ce sont les employés du Labo-génie qui manifestent, qui protestent, qui réclament. Parce qu'on parle là depuis de 2 ans d'un réel de salaire. Vous avez les raisons pour lesquelles les gens manifestent. Liminairement, premièrement, les gens manifestent parce que ces personnes disposent du droit de manifester, du droit de grève. La loi leur reconnaît la possibilité de manifester lorsqu'elles sont maltraitées, lorsqu'elles estiment qu'elles sont lésées dans leurs droits et conséquemment à cela, elles ont le droit de manifester. Deuxièmement, il y a beaucoup d'entreprises au Cameroun qui parfois brillent par des comportements, on va dire, de voyous. Des entreprises qui généralement fonctionnent sous perfusion administrative. Celles qui réussissent quand même à créer des propres poches de financement souffrent un peu moins. Mais celles qui sont dépendantes clairement du budget public parfois souffrent beaucoup. Donc vous voyez, Labo-génie certainement en fait partie. Et vous avez vu récemment avec Eneo, les gens ont manifesté, des gens ont respecté, ont protesté. Donc ça reste dommage, mais c'est quand même le symptôme le plus protubérant de ce que au Cameroun on veut très mal faire les choses. Donc on s'arrange à très mal faire les choses. Et ces personnes-là vont certainement vivre certainement le calvaire. Parce que ce que les gens oublient, c'est que priver quelqu'un de salaire, c'est bien enlever une partie de sa vie. 2 ans, plus de 2 ans. Qui ont des responsabilités, qui ont des charges, qui ont des familles, qui ont des engagements, qui n'arrivent plus à satisfaire parce qu'ils n'ont plus de revenus. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Dans un pays comme le nôtre où on fait 1 kilomètre à 1 milliard, dans un pays dans lequel on construit des stades à coût de centaines de milliards qui ne finissent jamais, où on prévoit un complexe, on finit par un stade. Donc il y a toujours ce système de vol, de corruption, de braquage, de prévarication qui est tellement ancré, qui est tellement endogène que voilà, c'est compliqué. Parce que là, c'est sûr que la OGI ne manque pas d'argent. Clairement. On peut le dire de l'extérieur, mais il y a sûrement des systèmes pour avoir de l'argent. Donc, c'est juste une volonté pour certains dirigeants de mal faire les choses. Et voilà, on tombe dans cela. Ces gens qui manifestent, à mon sens, ne peuvent pas aller au-delà. Ils peuvent juste manifester, se plaindre. Parce qu'en justice, même si elles ont gain de cause, c'est pas ce qu'on va exécuter dans les temps. Parfois, l'État est pénalement ou administrativement responsable, surtout administrativement responsable, mais n'arrive même pas à payer parce que c'est l'État, parce que... Ouais. Donc, c'est assez grave. C'est assez grave. Et puis, voilà. On peut quand même le regretter, il faut le décrire. Ok, merci à Bernardo Basson. On va introduire Roger Kiek. Roger Kiek qui est aussi notre 4e invité sur le plateau. Bonjour et bienvenue déjà. Je rappelle que vous êtes journaliste à Royal FM. Bonjour Olivia, c'est un plaisir. Quand mon téléphone a crépité hier et que vous m'avez formulé l'invitation, je me suis dit que malgré les engagements que j'avais pris préalablement, il était bien que je sois là. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin.
Alors, on va revenir aussi sur cette actualité. C'est une parution du Messager de ce matin qui titre « Labogénie, le personnel agonise ». C'est une situation assez inquiétante et une situation à décrier, comme l'a souligné, relevé Bernardo Basson tout à l'heure. En réalité, c'est une crise de management qui dure depuis un certain temps à la tête de cette entreprise-là. Il n'y a pas que celle-là. Et il y a le Madgénie. Il y a la Mipromalo ici. On vous dit c'est la promotion des matériaux locaux, mais l'édifice est construit en béton armé. C'est-à-dire il n'est pas construit en argile, en terre ou en planche. C'est un contraste extraordinaire. Labogénie, dans la conception du président Aïdio et des premiers dirigeants de ce pays, c'était d'accompagner tous les projets en rapport avec le génie civil. C'est-à-dire quand vous voulez faire le tour, Yaoundé Douala, ils étudient les sols. Ils sont impliqués dans tous les processus visant à bâtir et à construire le pays. Et de ce fait, ils ne peuvent pas manquer de l'argent. Ils ne peuvent pas. Moi, je me souviens d'une actualité traitée autrefois où un ancien directeur de cette structure se promenait avec l'agent de l'entreprise dans la malle arrière de sa voiture. Il s'était d'ailleurs fait voler de temps en temps par quelques aventuriers parce que le parc de l'État en termes de génie civil, ça c'est le Madgénie là. J'essaie de faire une pirouette pour vous dire que les engins de l'État se trouvent dans des fermes agricoles, dans des plantations privées, dans le sud et un peu partout. Les techniciens de ces structures, Labogénie, Madgénie, sont déployés pour des travaux des ministres, des travaux des hommes d'affaires, des travaux des privés un peu partout, au détriment même de la raison pour laquelle on a mis en place ces structures importantes dans un pays à bâtir et en transformation comme le Cameroun. Vous prenez donc un type quelque part au village, ou quelqu'un qui chôme quelque part, simplement parce qu'il a des affinités avec tel ou tel. On le met là, il vient manger sa part et en redistribue un tout petit peu à ceux qui l'ont nommé là. C'est-à-dire, il ne sait même pas le pourquoi il est là. Il ne sait même pas ce que c'est que le Labogénie. Pendant ce temps, les ingénieurs formés par l'École nationale des travaux publics, par Polytechnique et ailleurs chôment. Ils se débrouillent à chercher quelques marchés de part et d'autre, alors qu'une infrastructure comme celle-là, elle-même, elle est décentralisable. On doit la multiplier dans l'ensemble du pays en fonction de tous les chantiers, toutes les infrastructures qu'il y a à bâtir. C'est une crise de management et c'est dommage. J'ajouterai pour les blanchiments d'argent. Au bas de l'immeuble où mes bureaux sont situés, je vais souvent m'asseoir pour boire un café. Et j'ai vu un type avec une chésière rouge qui vient tout le temps. Il prend les cartes d'identité des enfants, il leur propose 2 000, 3 000 et il fait envoyer 1 million à l'étranger. Parce que lui-même, il ne peut pas, vous ne pouvez pas faire des virements individuellement de plus d'1 million par mois. Oui. Il y a une surveillance. Donc, il multiplie cela, il décuple ça dans pas mal d'agences. Les gens prennent 5 000, il envoie. Depuis qu'on a dit qu'on va traquer les billets qui étaient thésaurisés dans les domiciles des gens, ils transfèrent à l'étranger et quand ça revient en devises étrangères. C'est ça le blanchiment. Ce sont les ressources publiques, les devises de l'État. Et à l'extérieur, il y a des mécanismes de surveillance du flux d'argent qui sont comme ça tous les jours. C'est-à-dire l'individu là en question. Je l'ai même revu il y a 3 jours. Je suis sûr qu'il transfère 200 millions par semaine. C'est l'argent d'un ministre ou comme il a la chésière rouge et la gandoura, c'est peut-être l'argent d'une grosse ponte ou d'une personnalité de la République. Effectivement, il y a blanchiment d'argent dans ce pays. Mais pour Pierre Biron, il n'y a pas matière à s'alarmer. Non, qu'est-ce qui va se passer? On a la BAC a pris le taureau par les cornes. Vous savez que cet argent qui circule menace même la stabilité des États. Ça peut financer des guerres. Les individus sont plus riches que les États. On a donc dit qu'au bout d'un moment, s'ils n'ont pas déclaré cet argent dans les banques, et on a averti les patrons de banques, on leur a demandé de dénoncer si quelqu'un ne vous justifie pas l'origine de son argent. Sinon, si vous êtes complice, alors on a dit que si l'argent n'est pas réinscrit dans les circuits ordinaires, et sera transformé simplement, il sera démonétisé, il deviendra du simple papier. Sauf que, honnêtement, grand frère, c'est un peu de blague, parce que le premier règlement, c'est UMAC, qui traite des questions de blanchiment, est adopté en 2005. Oui.
En 2016, notre règlement CEMAC-UMAC-COBAC relatif à la prévention et à la répression contre le blanchiment de capitaux, en 2016 également, il est adopté en avril 2016. Ce qui fait que ça fait 20 ans qu'on en parle. Et à mesure que le temps passe, les blanchiments se font toujours. Donc il a raison quand il dit que c'est de la comédie. Ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à la BEAC il y a 3 mois, quand les nouvelles coupures sortaient. Et les autorités monétaires en question m'ont dit que la CONAC la COBAC, la NIF au Cameroun, des institutions jumelles à la NIF dans les autres pays, un peu partout, travaillent à traquer ces mécanismes. Rien qu'au Tchad, avec l'argent qui venait de la Libye, vous avez des individus plus riches que l'État tchadien, et donc capables d'insécuriser l'État tchadien. Au Cameroun, vous avez des gens plus riches que l'État, capables de vous empêcher une élection présidentielle bientôt, parce qu'ils sont... Ça, si on continue dans la comédie, et qu'on refuse de prendre les mesures nécessaires, parce que la Convention de Mérida traque ces affaires-là à partir de l'enrichissement illicite. Un individu en sans confiance ne peut pas sortir le matin et revient le soir à la tête d'un jet privé, assis dans un jet privé. Il ne s'agit pas de criminaliser la prospérité des gens, mais de dire que les gens s'enrichissent dans nos pays-là d'une manière bizarre et extraordinaire. Et ça met en sécurité nos États. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors avec vous, Elias Perrier-Nguelieu, excusez-moi, voilà. On a donc ces deux actualités. Vous allez choisir laquelle vous inspire. Hein. Il y a le blanchiment. C'est un titre du journal Le Drapeau qui titre « Blanchiment, le Cameroun sous haute surveillance » ou encore cette une du Messager qui revient sur cette actualité. La Bogénie, le personnel agonise. Quelle actualité vous inspire? Disons que je prends principalement le blanchiment. Parce que c'est une question sérieuse. On en parle depuis longtemps. Mais en réalité, comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas dédouaner le fait que des initiatives en termes de force majeure ne soient pas réellement prises au quotidien pour sanctionner et pour contribuer en quelque sorte à remédier à la situation. Mais l'anticipation sur le seuil de terrorisme que cela peut entraîner est une question primordiale. À savoir que le blanchiment est une réalité. Que ce soit une réalité institutionnelle, que ce soit une réalité au niveau micro-social, qui est une forme de détournement, ça se fait même au niveau des associations. Et si la sensibilisation n'est pas régulière, on peut arriver à dépasser la situation de telle sorte que ça devient un sérieux problème de socialisation, un sérieux problème de repère et un sérieux problème en termes de posture comportementale. Parce que à partir du moment où on encourage, parce que l'État n'a pas sanctionné, et on dit voilà, la situation elle est déjà régulière, on peut s'en passer. L'effet inverse, c'est que on peut arriver à une situation où on a affaire à une société de terroristes, on a affaire à une société de contre-valeurs, et cela participe à reproduire l'excès de criminalité. Donc, il est vrai que le crime dans la société, pour certains, ça peut paraître normal parce que il y a de l'impunité, mais on ne peut pas perdre le sens régulier de la sensibilisation sous prétexte que l'État ne punit pas. On doit continuer à faire le travail. Le blanchiment est une pratique sérieuse qui, au-delà du niveau majeur, au niveau des grandes firmes, des grands hommes d'affaires, s'applique au niveau micro-social. Les petits détournements dans les associations, c'est également le blanchiment. À partir du moment où on détourne et que l'on mime une activité qui ne produit pas le revenu conséquent pour justifier du fonds dont on possède, c'est également du blanchiment. Mais nous sommes dans une société où les grandes entreprises, les grands leaders ou les grands entrepreneurs sont évidemment, y compris beaucoup de gouvernants, des acteurs du blanchiment. Les capitaux sont logés dans des pays qui ne servent pas aux intérêts de notre pays, d'où la situation qu'on doit déballer tout à l'heure, le rapport avec la gouvernance et le système éducatif qui ne participe pas à
mettre sur pied des personnes suffisamment compétentes pour booster l'économie d'un pays. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui que le blanchiment c'est un fait, une pratique à laquelle l'État et les autres acteurs au-dessus et en dessous de l'État doivent pouvoir lutter pour combattre. Merci beaucoup. Parce que ça permettra d'arriver à une situation d'économie horizontale, c'est-à-dire une redistribution normale et normative des ressources dont on dispose en tant que patrimoine de l'État et non pas patrimoine des individus. Parce que quand bien même l'État met en œuvre des dispositions qui facilitent l'entrepreneuriat, à un moment donné, on peut avoir des personnes suffisamment riches qui ont l'impression qu'ils sont riches par leurs seuls efforts alors que les dispositions sont mises en œuvre pour y arriver. Ok, merci beaucoup à Monsieur Elias Perret pour votre brillante analyse. Je vais proposer aux téléspectateurs quelque chose. On se retrouve juste après mon deuxième coup de pinceau. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, on va s'excuser pour les bruits que vous entendez en fond sonore. On va prendre ces quelques messages avant de vous donner la dénonciation du jour. Bonjour le plateau, très beau début d'émission. Pour ce qui est du Labo Génie, il faut continuer de sensibiliser car le directeur de cette structure méprise l'humain comme ses enfants et ses connaissances au grand mépris des autres employés. Par ailleurs, interdit à ses collaborateurs de se plaindre. Nous ne devons pas laisser de telles pratiques, dénonçant ce style de bavure. C'est Salomon depuis Colbison. On va prendre le plus 222. Bonjour Olivia. Bon, oui, nous nous sommes excusés au sujet du menuisier qui travaille. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle... Bon, je sais pas trop... Bonjour le plateau. Façon dont tonton Basson regarde Olivia. Surprenant que tonton Niemek ne dise rien. Le blanchiment d'argent ne finira jamais, surtout avec la quantité de liquidité qui circule. Ce qui régule, ça est la monnaie électronique. On ne détourne pas ce qu'on ne voit pas et on ne touche pas, pour mon humble avis. Le message n'a pas été signé. Bonjour Olivia, je suis très content de vous écouter chaque matin. Il y a une école ici à Douala dont je vais taire le nom pour le moment qui refuse de payer les salaires de certains de ses enseignants puisque l'année est déjà terminée et le promoteur estime que ceux-ci n'ont pas un moyen de pression sur lui et il ajoute que même si c'est le procureur qui vient, il ne donnera rien. Certains enseignants sont à 3 mois, d'autres à 2 mois et d'autres à 1. C'est Belle Junior de Bon Job. Bonjour Dame Olivia Bossal et à votre excellentissime plateau, auroré de la présence du tandem perspicace des Essingang, de la Sapien quoi? Je sais pas. La Sapiens? Non, c'est pas la Sapiens, c'est pas trop ce que la personne voulait dire. Bernardo et Blériot, à la suite de la sagesse proverbiale nimekienne, Bill Gates a décidé de ne pas léguer sa fortune à ses descendants. Il faut donc que nous apprenions à nos enfants le goût de l'effort et la culture de la productivité pour que ces derniers ne fassent pas comme ces aînés qui ont mis le pays au sol pour les grèves à répétition. C'est le symbole d'un État à genoux en perte de repères et sans vision managériale claire. Cette institution haïdioyenne est gérée par des aristocrates administratifs à col blanc et à bout de souffle. C'est signé Fabio T. Bernardo Basson, bonjour. Qu'est-ce que vous dénoncez ce matin? Alors, ce matin, je dénonce, je prends mon... Non, mais moi j'aime quand vous dites souvent, aujourd'hui, depuis vous ne dites plus ça. Aujourd'hui. Voilà. On dénonce l'impunité. Ok. C'est-à-dire le fait que quelqu'un commette un acte odieux, horrible, et ne soit pas puni, quelqu'un ou plusieurs personnes à la fois. Alors, dans le village Montama, dans le Mbamikim, c'est dans la région du centre, un jeune homme du nom de Ekani Gervais a été assassiné par certaines personnes du village. Nous dénonçons parce que on sait qui a assassiné en réalité M. Ekani. Mais la brigade de gendarmerie la plus proche, celle de Bangassina, a décidé de rester tranquille et de dire que bon, donnez-nous quelque chose pour qu'on aille mettre la main sur ceux qui ont tué M. Ekani. Donc M. Ekani est décédé, pardon. Ceux qui l'ont tué sont en cavale. La brigade demande
un appui financier, une aide financière pour aller mettre la main sur ceux qui sont en cavale. Donc voilà les camerounaiseries qu'on dénonce aujourd'hui. Bon, tout à l'heure je te donnerai ma position. Le nom de code des assassins. Oui, le nom de code des assassins, ils ont même des... Ils ont tué déjà avec un couteau, hein, grâce à un couteau. Il y a un qu'on appelle Ndémé. Un autre qu'on appelle Gorille. Donc on sait qui a tué. Oui. Mais on ne leur met pas la main dessus parce que la brigade demande quelque chose. Vous voyez que c'est quand même assez grave. Donc j'ai souhaité que ce matin les démineurs en parlent afin qu'on essaie d'apporter des éléments de proposition à ces personnes. Alors Pierre Biaoun-Yimel, on va commencer par vous naturellement. Vous avez certainement écouté la dénonciation de Bernardo Basson. Et quel est votre avis sur ça? Non seulement je l'ai écouté, mais j'étais présent lorsqu'on l'a lui raconté. Ah d'accord. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'il donne les noms de code des assassins. Et je m'avais supplié tous les procureurs du Cameroun de joindre leur confrère qui est dans la zone de Monatélé. C'est Monatélé qui gère Bangassina? Oui. Oui, c'est cela. Je sais pas. Oui, c'est mon atelier. Voilà. Afin d'instruire le commandant de brigade de Mbangassina de rattraper M. Gori et son complice. Même le collégion du centre devrait s'approprier déjà cette préoccupation. Parce qu'en fait, il se trouve que ces deux jeunes gens qui narguent les villageois, c'est des gens particulièrement violents à ce qu'on dit. Mais ils ont assassiné un monsieur au couteau. Oui. Et ils continuent de monter et descendre. On ne peut pas. Mbangassina, c'est tout à côté ici. Le village, c'est Montama. Oui, Montama. On ne peut pas. C'est quand même inimaginable. On ne peut pas vivre le Far West au Cameroun en attendant que les méchants prennent le dessus sur les bons. Nous sommes dans un état de droit. Donc je lance cet appel-là aux collégiens du centre, aux différents amis magistrats pour qu'ils passent un coup de fil de ce côté-là et qu'on résolve ce problème. À la fin de l'émission, je passerai moi-même quelques coups de fil à quelques-uns pour que ça bouge. Vous savez, il y a des gens qui sont dans un tel désarroi qu'ils ont seulement besoin d'un peu. Quand on a assassiné votre enfant, votre frère, et que vous ne pouvez même pas être satisfait de ce qu'on a arrêté, vous les voyez monter et descendre Ibouna, c'est quand même... Mais dans ce cas, Pierre Biaoun, on a des personnes, on a des forces de maintien de l'ordre qui disent vouloir de l'argent pour aller... Bon, c'est pour cela que les autorités au-dessus de ces forces de l'ordre vont les mettre en mouvement. Parce que dans les petits villages, vous savez, c'est pas bon de rencontrer un CB, je sais pas, n'importe qui dans un village perdu du Cameroun. Vous avez souvent vu sur Facebook quelques images. Il y en a qui se comportent comme des petits dieux. Ma petite histoire, c'est que je revenais d'un village il n'y a pas très longtemps. J'avais loué un véhicule de fortune parce que ma voiture ne pouvait pas arriver là-bas. Alors j'arrive à un poste et un inspecteur de police veut mettre quelqu'un dans mon véhicule sans mon autorisation. J'avais déjà aidé une famille qui était assise à l'arrière. J'étais assis devant seul. Et il dit au chauffeur, bon, tu prends celle-là là-bas devant. Le chauffeur veut lui expliquer que non, le monsieur s'y a loué le véhicule. Il dit non. J'ai baissé la vitre, je lui ai dit que toi, vous les policiers de Brousse, il faut faire attention. La personne là, je pouvais même l'aider si c'était. Mais elle ne monte pas. Ah ça, parce qu'en fait, il vous donne un ordre. Bon, le chauffeur me dit non, on va souffrir quand tu vas partir. Je dis oui, c'est ça, c'est ton problème. J'ai loué mon véhicule. Donc, quelques gens dans les brousses là créent souvent un autre état là-bas. Il faut faire attention. L'État central doit veiller quand cela est... Crée un État, vous voyez un commandant de brigade qui arrache les femmes des gens, qui met les maris en cellule. Vous voyez, et puis on est dans un état de droit. Et cette question qui a été soulevée, je souhaite vraiment que la réaction soit prompte et que la brigade de Mbangassina résolve ce problème. Le petit gorille là et tout ça, qu'on le ramène ici à Yaoundé, parce que je ne crois pas qu'il y ait une bonne prison à Monatélé, mais pour lui ferait du bien. D'accord, Pierre Biaoun-Yimel. Elias Perrier-Nguelieu, votre analyse sur la dénonciation de Bernardo Basson ce matin, qui nous fait savoir qu'un certain monsieur Kané a été assassiné et que ces bourreaux, ces assassins se baladent librement sans rien craindre. Quelle est votre analyse? Bon, nous sommes tout à fait dans une société de crise
la recrudescence de la violence fait partie de la particularité du monde présent du Cameroun, parce que c'est dans toutes les couches, tous les secteurs. On a souvenance régulière des assassinats ou des coups de poignard que reçoivent les enseignants régulièrement dans l'enseignement secondaire. Et comme je l'ai dit d'entame, l'impunité est au fondement de la recrudescence de toutes ces crises. À savoir que, à partir du moment où il y a une situation de criminalité et que des personnes qui sont chargées d'éteindre, si on peut le dire de manière la plus extrémiste possible, d'éteindre cette situation, ne bougent pas et surtout, pire encore, raquettent les victimes pour pouvoir tenter de rendre justice. Mais c'est très grave. On est dans une société assez criminogène et malheureusement, lorsque les institutions qui sont responsables de réguler la situation ne font pas leur travail et pire encore, agissent contrairement aux valeurs morales qui encadrent leur fonction, à la déontologie, à l'éthique qui encadre leur fonction, on est tenté de faire l'apologie du découragement, mais nous ne sommes pas là pour ça, parce que l'interpellation des acteurs doit être également autant régulière que la production de ces crimes-là également. Donc je pense, m'associant à Roger et Pierre, qu'il faut vraiment que tout bouge. Bernardo fait bien de revenir sur ces dénonciations régulières et ce n'est pas une petite affaire parce que disons-nous, il n'est pas à l'abri parce que lorsqu'un criminel sait qu'il est identifié et qu'il y a un acteur de la dénonciation, c'est-à-dire qu'il le pousse justement, comme il a dit de manière tranchée, vers la prison de Kondengue, il ne peut pas... nous sommes à l'abri. Oui. Je suis à l'abri. C'est pour dire que le combat... est criminel. Je voulais préciser, si vous permettez, je vous en prie. c'est directement rattaché à la compagnie plutôt d'un TUI. Oui. Mbamekim. Mbamekim, c'est pas compagnie de gendarmerie du Mbamekim. Voilà. Et on a dit légion de gendarmerie du centre. Donc, nous, on ne sait pas ça. C'est pour ça que je vous ai interrompu. Si vous commencez à renvoyer aux criminels le message que vous avez peur qu'ils puissent vous pourchasser, alors vous qui êtes déjà capable de faire des dénonciations, que devenez-vous? Non, mon cher. En fait, c'est vrai que vous m'avez interrompu. C'était pour dire que la lutte doit être la plus engagée et sans interruption possible. Pour que les criminels sachent qu'ils sont en face d'une réponse efficace. Bernardo ne tremble pas. Non, je voulais préciser que dans notre logique là, il y a un dénonciateur qui a fait ça depuis des années. Vraiment, il vient de dénoncer, si vous avez suivi, un colocataire qui fait... Non. Si vous commencez à réfléchir comme ça, Socrate disait, celui qui fait le bien ne doit pas craindre le risque en cours de vivre ou de mourir. Et ne doit non plus léser sur les dispositions à prendre pour anticiper le risque, parce que le risque est réel. Pour Niémé, il n'y a aucun risque. En fait, pour Niémé, il n'y a aucun risque. Et pour Bernardo également, je crois. Je ne sais pas pour Bernardo, mais pour moi, bon, il est protégé. Moi, je sais que Bernardo, il est protégé. Niémé, il prie beaucoup. Donc, lui, il a la foi en Dieu. Il sait que Dieu va le protéger. Vous avez fini ou bien vous voulez rajouter un mot avant de... Si vous avez terminé votre propos, je passe donc la parole à Roger Kiek pour qu'il nous donne aussi son analyse sur la dénonciation de Bernardo Basson du jour. Oui, je dirais que nous avons fait le choix, nous autres, de le dénoncer, d'aider à transformer les mentalités, les comportements et le pays. C'est un choix de vie. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Je voudrais dire qu'on parlera tout à l'heure de la professionnalisation. Je crois qu'il faut aussi professionnaliser à la fois le recrutement des personnels chargés d'exercer dans la force publique et aussi le choix des la professionnalisation des formations qu'on leur dispense. D'abord, ce sont les gendarmes et les policiers les plus récalcitrants qu'on envoie souvent dans ces villages-là
comme affectation disciplinaire. Quand vous y allez là-bas, ce sont des têtes brûlées. Et quand vous voyez un type qui s'appelle Gorille se comporter comme un véritable gorille dans la jungle, c'est parce qu'il s'est mis dans la poche ses fonctionnaires de gendarmerie ou de police. Quand il finit de vendre son chanvre indien, il leur donne un peu d'argent. Quand on saisit le chanvre, les mêmes gendarmes le vendent quelquefois la drogue saisie à ces bandits qui travaillent et qui redistribuent. Parce qu'en réalité, il y a une mentalité dans nos boss. Blériot en parlait tout à l'heure. On rançonne, on raquette les usagers presque en permanence. Aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics, vous l'avez dit. Effectivement. Le gouvernement, l'État a pour principale mission de protéger les Camerounais, les citoyens et leurs biens partout où ils se trouvent. Le rôle des gendarmes est de pouvoir aller neutraliser ces bandits, ces délinquants connus et qui sèment la terreur. C'est dangereux de mettre la population dans la terreur, dans l'insécurité en permanence. Et moi aussi, j'étais parti à Yabassi, accompagné mon ami le maire Eba Mirabeau. Mais toute la brigade de Yabassi avait à peine 5 ou 6 gendarmes. Tout Yabassi. Qui est très grand. Qui est très grand. Yabassi est vraiment très grand. Un gendarme en Bangassina, peut-être qu'il y en a 3 à la brigade, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent en cas de débordement des foules? Et pendant ce temps, vous avez des gens en tenue qui jouent au bali-bali dans les bars et un peu partout à Yaoundé, qui jouent au bali-bali. C'est un problème, parce qu'en réalité, ceux-là aussi, est-ce qu'ils ont les moyens et les capacités de faire face à des véritables brigands? Ils ont les capacités de demander le renfort dans les compagnies, et même à Yaoundé. Parce que si un temps soit peu, les populations se rendent compte que ce sont les hors-la-loi qui contrôlent la ville, eh bien ce sera dangereux pour l'État et pour le service public. Ça, il faut le dire, il faut rappeler à ces gens-là. Les individus sont connus, il faut aller les trouver, il faut arrêter ces gorilles et le mettre en cage quelque part, même à Yaoundé, comme Yemek le disait. C'est pas normal que des gens tuent et assassinent. On est là presque retourné dans l'état de nature, la jungle. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est quelqu'un qui décide. Le shérif, il est adoubé par la ville, par la collectivité, parce qu'il a décidé de faire régner l'ordre. Et il prête clairement sous le sceau de l'État pour lui-même faire montre d'exemplarité. Un gendarme qui s'en va racketter des populations en difficulté ne fait pas montre d'exemplarité. Le racket, c'est condamnable, c'est réprimable. Il faut quand même que ces gens-là puissent changer de mentalité. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Et quand une grande chaîne de télévision, nous sommes regardés de par le monde entier, fait une dénonciation comme celle-ci, les autorités à partir des Yaoundé doivent prendre toutes les mesures nécessaires. Et je sais que ça a souvent marché. Je suis sûr que en très haut lieu, là-bas, dans les centres de commandement de ces services-là, ils ont saisi la pertinence de notre dénonciation et que, à la fois, les gangsters qui sèment la terreur et leurs complices gendarmes. Parce que s'il y a laxisme, il faudrait vérifier s'il n'y a pas complicité. Peut-être que les gendarmes aussi sont un peu effrayés, ils ont peur, de mourir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on établit des connivences, eh bien que ces gens-là soient sanctionnés. Comme Kiek l'a demandé, ils peuvent demander du renfort. Et la bonne nouvelle que j'annonce à la famille, c'est qu'un de mes amis procureurs de la République, à Douala, est en train d'appeler en ce moment le procureur de Ntui. Très bien. Pour que les choses se passent normalement. Et donc, on a des Camerounais qui travaillent comme ça. Je dis merci au procureur de Douala-Bonabéry. Très bien. Parce qu'il s'agit de lui. Brave citoyen. Merci. Merci. Merci beaucoup au procureur de Douala-Bonabéry pour cette intervention prompte, on va le dire ainsi. Merci beaucoup. Ça va beaucoup soulager la famille, ça va permettre de dégager des choses. Vous savez oui, je crois que le message est passé. Et la puissance des médias vient de se faire entendre ici parce que la réaction de monsieur le procureur prompte. Et d'autres réactions en chaîne qui vont s'abattre sur ce dossier-là, ces réactions vont apaiser les familles si durement éprouvées du côté de Mbangassi. Merci Roger Kiek pour votre intervention. Bernardo Basson, déjà je veux savoir, ça fait combien de temps que M. Kane a été assassiné?
Je n'ai pas la référence exacte, mais il n'y a pas très longtemps. Ok, Une d'accord. dizaine de jours par là. Ok, ça veut dire que c'est encore chaud, c'est bien, c'est une bonne chose. Allez-y, alors vous nous donnez votre avis sur la dénonciation. Lorsque les hommes se rendent coupables de comportements odieux, ce ne sont pas les personnes coupables de comportements qui sont parfois les plus à blâmer parce que elles peuvent agir sous l'impulsion d'autres forces. Ça peut être des troubles, ça peut être la sorcellerie, tout ça. C'est le silence des personnes qui ont les moyens d'apporter un plus qui est le plus à blâmer. Un artiste français disait que le pire, c'est pas la méchanceté des uns, mais le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Et ici, il est question du silence des forces de l'ordre qui ont tous les moyens parce que l'État détient le monopole de la violence physique et légitime, disait un philosophe. Vous voyez. Donc, la puissance publique peut se déployer partout où besoin est pour des questions de sécurité. Aucune vie n'est supérieure à une autre. La vie du chef de l'État et la mienne sont à la réalité pareille. Et si on y apporte des modifications, elles ne sont que conceptuelles, elles ne sont que idéologiques ou idéales. Elles ne sont pas réelles. Réellement, aucune vie ne dépasse une autre. Donc, chaque mort impacte la société. C'était peut-être un père de famille, un fils de famille, un cousin, un voisin, un ami, un professionnel. Donc, forcément, chaque mort impacte. Et en Afrique, quand un problème comme celui-là se pose, la force publique peut agir, doit agir, c'est vrai. Mais la collectivité prend sur elle de résoudre le problème. Parce que c'est un problème qui touche un enfant. Dans une famille, des fois, quand quelqu'un décède, on fait un conseil de famille pour trouver comment on va organiser le deuil. Donc, si quelqu'un comme ça est tué, le village s'assied et décide que, bon, ceux-ci ont assez fait du mal. On prend ça sur nous. Quelle méthode allons-nous employer pour faire régner l'ordre pour le bien de tous? C'est vrai, il y a des chefs de village, chefs de famille qui sont méchants par nature, qui sont sorciers, qui sont vampires et qui sont aussi complices de ce genre d'abus. Parce que oui, et quand il est décédé, mais qu'est-ce que le village a fait pour son enfant qui est parti? Vous voyez qu'aujourd'hui, tirer sur les forces de l'ordre, on devrait le faire parce que demander l'argent pour aller traquer les bandits relève de la sorcellerie. Vous savez, chez nous, on appelle ça Ngwei. Donc, la partie mauvaise du vous, c'est-à-dire, c'est ce qui est mauvais. C'est la mauvaise magie, c'est ce qui fait la mauvaise pratique. Et donc, pour le village, vraiment pour moi, vous savez, récemment, je vous l'ai dit hier, quand j'étais dans la forêt sacrée, et je suis rentré dimanche, et il y en a qui volent un peu. Justement, la forêt sacrée pouvait aussi intervenir. Non, il y en a qui volent un peu au village. Et moi, donc, là, a dit, pourquoi vous volez? Ils disent que non, on a appris que tu as le mbok. On voulait voir. Il leur a dit que non, on aurait pu dire que je tue mes frères pour le plantain. Bon, maintenant, mais il y a une jique. Donc, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire. En fait, ça veut dire, je vais lancer la folie. Maintenant, celui qui va entrer là-bas dans le champ et qui va voler sera d'abord fou. Dans le village s'assied, deux petits gars comme ça, ils ont seulement quoi? Justement, on aurait voulu que les sorciers se réunissent et puis tuer les gens qui ils dorment le matin, se lèvent, ils ne voient même plus. La puissance pour qu'on attrape, on dévie. Ils dorment, quand ils se lèvent, ils ne voient même plus. On leur dit ça, monsieur qui est vraiment. Olivia, dans la région de l'Ouest, j'ai suivi à la télévision l'autre jour, on a mis le feu, on a tué par le feu des brigands qui assassinaient, qui tuaient dans le village. Mais nous ne pouvons pas encourager la justice populaire. Parce que nous avons accepté que l'État ait le monopole de la violence. Et l'État a désigné des personnes censées représenter la force publique. Et nous nous sommes assujettis, nous nous sommes soumis à l'État. Mais en même temps... Ici, en fait, on dit, c'est vrai que c'est pour ironiser un peu, c'est vrai, mais les sorciers, ils ont l'habitude de tuer. Je voulais terminer pour dire que allez-y. Chaque fois que nous commençons à récupérer une partie de ce pouvoir que nous avons donné à l'État, l'État a peur. Parce que nous pouvons finir par le récupérer. Parce que l'État aussi, de temps en temps, a le monopole de l'injustice. Mais nous ne souhaitons pas ça. Nous disons que, et nous mettons en garde les autorités publiques, si jamais l'État laisse faire et refuse d'aller neutraliser ces brigands, eh bien, les populations vont récupérer cette parcelle de pouvoir donné aux autorités publiques là, elles vont commencer à résoudre leurs problèmes et tapis parce que les pouvoirs publics elles-mêmes risquent d'être confrontés à cette population le moment venu. Je crois que l'approche de Bernardo, c'est pas dans le cadre de la justice populaire. C'est dans le cadre de la force de notre tradition. Naturel, Parce que moi j'ai vécu en famille
un oncle a été assassiné par toute une famille, enterré au bord de la rivière. Les Mbombo de chez nous se sont réunis. Oui. Et ils ont travaillé. Tous ceux qui ont participé à cet assassinat Justement, sont c'est morts ça, de morts effectivement. tragiques. C'est cela. Vraiment, l'État ne peut même pas se rendre compte, puisque c'est tel meurt là-bas, et c'est Grand frère, Oui. si tu permets, Oui, oui. le droit camerounais lui-même, c'est-à-dire intègre 3 variables. Tout à fait. Il y a le droit romano-germanique, Oui. le droit anglo-saxon et le droit coutumier. Coutumier, tout à fait. Ce qui fait que lorsque un élément de la chaîne se marginalise directement ou automatiquement, d'autres membres doivent prendre le relais pour que le système fonctionne. Là, je rentre. Puisque la gendarmerie ici sait qu'il y a des brigands, Oui. et elle ne se mobilise pas, Eh bien, il faut bien faire régner l'ordre par tous les moyens. Et donc des gens comme ça, je dis, c'est la petite magie. C'est même pas un truc qui demande 2 personnes. Une personne, je vous rappelle d'ailleurs que prononce leur nom là. Non, moi j'aime les choses. même dans la métropole française, hein, j'ai vu le juge prendre le bateau, le juge partir, prendre comment vous appelez, le ferry pour aller en Nouvelle-Calédonie une fois par mois ou une fois par semaine. Il vient de Paris pour aller. Voilà. Ces représentants là-bas sont les chefs coutumiers qui sont ses assesseurs. Et quand on dit le droit là-bas chez les Kanaks, le juge tient compte de l'approche coutumière qui organise d'abord ces sociétés quand lui n'est pas là. J'ai 2 abeilles. Tout à fait. 2 abeilles. Comme ils sont même 2 là. Pour l'instant, j'ai 2 abeilles là. Vous donnez seulement le hockey. Bernardo, il y a un téléspectateur qui vous titille. On envoie les 2 abeilles là. Il me demande de vous dire que bien vouloir demander à M. Basson d'être moins enthousiaste en ce qui concerne ces histoires des Mbombok et des pouvoirs traditionnels qui se rapprochent plus de la sorcellerie. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça fait partie de nous. Nous sommes. On ne commence pas les commentaires. Ok, bonjour Olivier, il y a tout ton panel de ce matin. Juste pour vous saluer et vous encourager à continuer ce grand travail de communication que vous faites en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des populations camerounaises à l'excellence. Shalom à vous, c'est signé Epson. Bonjour les démineurs. À propos de la dénonciation, la rectitude et la promptitude du procureur Douala Bonabéry sont à saluer. Merci aux consultants. Je prends aussi ces 3 pensées de Jean-Jacques Rousseau tirées du contrat social. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. La fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. Ce pays est terrible. Merci et bonne suite. C'est signé Loric. Voilà. Recevez mes salutations les plus déférentes. Salut spécial à Pierre Blériot, ma référence. Grand frère, j'ai besoin de votre conseil aussi laconique qu'il pourrait être. Je suis président d'une réunion qui fonctionne avec des principes cons. Il y a une membre qui s'est livrée vraiment à des altercations avec d'autres membres sur les histoires de commérage. Stupéfaite, elle a décidé de déroger à certaines obligations de la réunion. Elle est censée bouffer le mois prochain. Nous ne savons pas quoi faire car son désordre devient pernicieux pour les autres membres. Bon, je fais l'économie des autres détails. C'est Félix Niguet depuis Mendon. Oh ben, il faut la renvoyer à la fin, parce que le risque que vous encourez, c'est que vous lui donniez l'argent des gens et que vous soyez obligé en temps de vous séparer d'elle. Comment vous allez recouvrer l'argent qu'elle aura bouffé en plus, en sus? Donc, vous êtes président, pour la punir, vous la renvoyez à la fin, mais vous demandez à ceux à qui elle a déjà cotisé de mettre déjà de côté son argent, au cas où elle pourrait se plaindre que vous la désintéressiez, parce qu'elle ne sera plus membre de votre réunion. Ok. Dame Olivia, pour la dénonciation, l'impunité est entretenue par nos FMO. Souvenez-vous que certains seraient impliqués dans la mort de Martinez et d'un évêque bon nageur qui était dans l'eau. Je souhaiterais aussi que nous dénoncions le président de la FECAFOOT qui a nos... Bref. Comme team manager féminin, disons non à cette chose-là, c'est Fabio Tama. Qui a nommé qui? Il a nommé un homosexuel, je crois que c'est ce qu'il a dit. Bonjour Olivia et à tout le plateau, belle émission. Ce n'est pas mal, tu es sur la voie, travaille juste et relance, merci. Et à Bernardo d'être un peu modéré, mesuré, car il lui arrive souvent de n'être pas loin du sensationnel, de l'impressionnisme. C'est big up à vous, le message n'a pas été signé. On va prendre cet autre message. Bonjour au plateau, plus vrai et sincère du Cameroun, je le dis et j'assume.
Quand on est grand frère comme Niemek et Basson et un renfort de taille comme Ekiek. Non, c'est Kiek, je crois bien, c'est Kiek. Non, oui, ben, voilà, d'autres m'appellent Pierre de Kiki, d'autres Kiev. Ah, bon, okay, c'est moi. Ok, d'accord. La vérité sera toujours dévoilée. Et si bientôt l'État ne fait toujours rien, les coutumes s'en chargeront. Basson l'a dit, il faut bien faire régner l'ordre. À un moment, plus on regarde et attend de l'État la justice, et plus on a des meurtres sans limite. Vive nos traditions. Il est temps vraiment. Bonne émission à vous. C'est Léo d'Abidjan, fidèle à vous. Merci Léo. La permet, s'il te plaît. Okay. C'est vrai, c'est pas poli. Mais à celui qui parle de l'impressionnisme et tout le reste là, il faut bien comprendre le sens de l'espace miné. L'idée, c'est aussi de faire rire, de faire rigoler, plaisir. en fait. C'est-à-dire, il faut détendre les gens. Il y a des émissions sérieuses, des prestations le dimanche où vous écoutez des gens à un certain niveau s'exprimer. L'espace miné, c'est un mélange de tout. Ici, c'est ce qu'on dit le terre à terre. Voilà, donc vraiment, on essaie de démystifier les choses pour que les gens se sentent bien. Il ne faut pas qu'après l'émission, quelqu'un dans son cerveau n'ait que des théories. Il doit aussi avoir des idées, des façons de faire des choses. Il faut relativiser. Il faut relativiser beaucoup de choses. Tout à l'heure, même quand quelqu'un parlait de travailler les relances, c'est le vieux journaliste expérimenté suffisamment qui parle. Oui. Il y a plusieurs styles. Il n'y a pas une école précise de modération, d'animation d'un talk show, d'un débat. Elle a son style, vous vous habituerez à elle. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs écoles. Et d'ailleurs, comme la science est dynamique, le talk show devient maintenant un spectacle, c'est-à-dire que une mise en spectacle de l'information. Et nous allons épouser au fur et à mesure ces nouvelles tendances parce que la vieille école, elle est de plus en plus dépassée. Okay, bon, nous prenons, nous acceptons ça, mais nous relativisons ce que vous dites parce que le monde est fait de tout. Ok, merci beaucoup. On va poursuivre avec la lecture des messages. On va prendre peut-être 2 ou 3 derniers. Bonjour à vous le panel, surtout à Monsieur Niemek. Bonne émission, c'est Anissé de Kondongo. Bonjour le plateau, je constate que vous jugez le commandant sans avoir sa version. Personne n'a parlé au conditionnel. Le contradictoire est important, c'est Félix Menganda. Bonjour Olivia, j'aimerais l'aide de Monsieur Basson. J'ai 38 ans, je ne me sens pas femme. Et je n'ai eu de plaisir sexuel. J'en aime des couches de nuit et des repas énormes et rien ne marche dans ma vie. Je souhaite son aide, c'est signé Basson s'en occupe là. Non, Olivia, l'aide dont elle parle là, il faut bien comprendre. Non, elle a dit... Non, vous avez le temps de vous en occuper. Non, le temps d'aller t'en occuper. C'est pas bon. Non, va d'abord voir. Tu nous as dit, c'est là que tu étais dans la forêt sacrée. Va d'abord voir de quoi elle souffre, il n'y a pas de problème. Justement, il faut aller justement découvrir de quoi elle souffre. Donc, je vais te donner son numéro à la fin de l'émission. Comment il peut fuir à première vue directement là? Elle a des problèmes, dit-elle que sa vie ne marche pas. Elle ne s'est jamais saura sentie certainement femme. vous aider. Basson peut... Non, là n'est pas, bon, là n'est pas le sujet. Clairement. C'est un message parmi tant d'autres. Non, c'est pas pour que vous l'aidez à le devenir. Va d'abord. On ne refuse jamais l'invitation, mais l'objet de l'invitation. Je soupçonne en fait le fait qu'elle a peut-être sollicité vos compétences du naturel, Bernardo. D'accord. Ok, on va poursuivre, on va prendre ce dernier message. Les bombes te donneront de quoi on va prendre ce dernier message. Bonsoir à tout le panel. Juste pour vous signifier que toute la localité de Bangassina, je crois que Pierre Bérou Nimek l'a déjà corrigé. Bonjour, je voudrais vous informer que Montama est dans le Mbam et Kim et ses assassins sont de Kolesono, un village de ça. Donc en réalité, 2 Kokoms doivent les rechercher. Merci. Davantage, donc ils viennent de ça pour lieu de commission. Voilà, ça montre que le fait est réel. Effectivement. Les téléspectateurs réagissent beaucoup. Ils sont justement en train de réagir sur le fait. La réalité là-bas. Parce que nous prenons le soin quand même de vérifier que les dénonciations sont fondées. Vous ne pouvez pas dire une chose comme ça et les procureurs et autres commencent à se mobiliser pour qu'on trouve que c'est de la rigolade. Ça, il faut éviter. Tout à fait. Ok, merci. Je vais donc prendre mon 3e coup de pinceau et on se retrouve juste après. Sur le plateau, les échanges étaient un peu houleux ici, mais bon, on va passer, c'est l'instant de l'analyse et justement on parle ce matin de gouvernance universitaire insistant sur la professionnalisation des enseignements dans les universités d'État au Cameroun. Et je vais naturellement commencer par vous, Elias Perrier-Nguelieu. Je rappelle que vous êtes chargé de cours au département de sociologie et aussi vous êtes directeur pédagogique. Alors aujourd'hui, les universités souhaitent justement former des professionnels parce qu'on sait que avant on a eu toujours ce problème là où on décriait ce fait, les universités formaient plus des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, on veut former des professionnels. Je vais prendre un cas illustratif.
Moi, j'ai fait une école de formation en journalisme, par exemple. Quand je sors, je suis apte à pratiquer, on va le dire comme ça. Maintenant, je crois que c'est dans ce modèle-là aujourd'hui que les universités veulent s'inscrire. Pourquoi maintenant? Parce que je sais que c'est une question, on en parle depuis, mais pourquoi maintenant pourquoi c'est maintenant que l'État s'engage dans ce combat-là? Merci Olivia de poser cette question. Je dois avouer que j'ai été très engagé au moment où Jérémy m'a proposé de venir sur ce plateau parce qu'il s'agit d'un thème assez intéressant, d'actualité, pertinent et tout ça, qui mérite d'être posé, de discuter autour, puisqu'il s'agit du nœud de l'avenir du pays. Effectivement. Des savants, on ne peut citer, sont au fondement de l'idée d'après laquelle l'éducation est au cœur de l'avancée d'un pays. Alors, cela veut dire que le système éducatif, principalement, est au cœur de toute la machine du développement. La question de la professionnalisation, que je vais préférer corréler à la question de la professionnalité, n'est pas en réalité nouvelle. Ouais, effectivement. On en parle de manière théorique depuis longtemps et le vent 2008-2009 aurait permis à booster de manière officielle, en ce qui concerne principalement l'enseignement supérieur, la question du dispositif de professionnalisation. Mais je vais remettre en question principalement en m'appuyant sur la notion de la professionnalité parce que la professionnalisation, c'est un processus. Et l'un des objectifs, c'est atteindre un seuil de migration assez intéressant, c'est-à-dire sortir de l'informel, pas du privé parce qu'il y a le privé formel, sortir de l'informel pour un niveau de formalisation qui permet à l'État de profiter, parce que l'État ne gagne pas en réalité dans le terroir assez fertile de l'informalité qui prévaut au Cameroun. Maintenant, il y a un effort assez remarquable sur le plan principalement théorique, sur le plan légal, sur toute la cargaison que certainement Bernardo va présenter tout à l'heure, qui permet de justifier le fait que il y a des pas considérables du côté du secteur public et du secteur privé. La machine de législation, de planification, de proposition, d'encadrement, elle est institutionnelle. Nous allons constater que de plus en plus, l'État, à travers des séminaires réguliers qui sont organisés, que ce soit impulsé par le ministre d'État lui-même ou alors les différents recteurs de nos 11 universités. J'en témoigne à partir de l'université à laquelle j'appartiens, l'université de Yaoundé 1, parce que depuis 3 ans, nous effectuons des séminaires réguliers sur la professionnalisation. Seulement, la question de départ que vous avez posée est celle de comprendre le retard qui est constaté, mais parce que le dispositif n'était pas là. Les universités ne sont pas a priori faites pour la professionnalisation à laquelle nous pensons. Parce que lorsque l'université, dans son essence en matière de recherche principalement et d'enseignement, les premiers professionnels qu'on cherche ou qu'on forme, qu'on veut obtenir, c'est des chercheurs et des enseignants des universités ou des autres écoles d'enseignement supérieur. Maintenant, nous sommes au niveau d'un vent sérieux sur l'approche par compétence où dans chaque filière, dans chaque discipline, on veut obtenir un homme que je pourrais appeler homo economicus ou homo professionalis, parce que economicus est peut-être un peu poussé parce que celui qui va sortir de l'IRIC et qui a une compétence journalistique, on ne doit pas l'appeler peut-être homo economicus ou celui qui fabrique quelque chose,
mais il est détenteur d'une compétence. C'est pourquoi j'ai dit d'emblée que je préfère parler de professionnalité, parce que la professionnalité met en exergue le bagage de compétences, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire également. Sur ce coup, je disais au niveau de la professionnalisation, la démarche métier et non pas le bagage métier, l'État fournit un effort assez considérable. Je suis porteur du master professionnel genre et développement comme responsable pédagogique hébergé par le département de sociologie dont le chef est le professeur Leka Esumba, que vous maîtrisez bien. Là, nous formons des praticiens, des étudiants à temps plein, parce que certains partent du cursus licence pour continuer directement un master de genre et développement. Et il s'agit principalement de former des êtres qui ont un savoir-faire en termes d'inclusion. Le problème du genre, de l'inclusion, toutes ces variables de parité, toutes ces variables sociologiques ou de minorité, voilà. Et au sorti de ce programme, ces étudiants sont opérationnels. D'abord même, parfois même, avant de finir leur cursus, certains sont engagés dans des organismes parce que la compétence est recherchée, puisqu'elle est en manque. Bien que dans nos institutions, on n'ait pas encore atteint le seuil de la représentativité au niveau des points focaux genre. Alors si je vous pose une question, à l'état actuel des choses, où en est-on concrètement? Nous sommes dans le processus. Nous sommes dans ce que je préfère appeler, en termes de pourcentage, je pourrais dire qu'on est à 45% pour ma part. Parce que il y a le bagage de labellisation qui est encore en évolution. Le bagage infrastructurel qui est encore en évolution. Donc, tout n'est pas implanté sur le plan à la fois théorique et infrastructurel pour qu'on arrive à produire ce que j'ai appelé la professionnalité. Qu'on arrive à ce niveau, nous n'y sommes pas encore. Il y a des efforts qui sont fournis, autant surtout au niveau du secteur privé d'enseignement. À ce niveau-là, on peut vraiment considérer qu'il y a beaucoup d'évolution. J'ai travaillé plusieurs années pour l'École supérieure de commerce et de gestion. Les programmes qui sont offerts sur le plan du management, sur le plan du marketing, sur le plan de la gestion de projet, sur le plan de la logistique, sont un bagage de programmes assez fourni pour permettre aux étudiants, d'ailleurs, qui obtiennent régulièrement la bourse française, d'être assez compétitifs sur le terrain. La plupart des étudiants, de nos étudiants qui sont arrivés en France, ont toujours eu l'insertion après leur première année. Parce qu'ils partent Bac plus 2 et terminent Bac plus 3 pour continuer parfois en master. Nos étudiants, celle qui est allée en master 2 la toute première année, a été engagée directement par Renault. Il y en a comme ça. Tout à l'heure, à Info à chaud. 30 secondes, monsieur. Tout à l'heure, je crois, à la une de Info à chaud, nous avons observé nos étudiants de l'IAI Cameroun, je parle du pays, qui ont eu des bourses pour la Chine, question de renforcer leur capacité ou alors leurs compétences. Et justement, c'est ce que l'on attend pour un retour sur investissement. Okay. Malheureusement, en abordant également d'autres écoles institutionnellement portées par le pays, c'est-à-dire, oui, justement, okay. Je dis pour terminer, okay. L'école des travaux, Polytech et toutes ces grandes écoles du Cameroun devraient en principe participer à résoudre le problème de la lenteur professionnelle. On ne peut pas parler de professionnalisation des universités il y a 10 ans, alors que l'école des travaux et tout ça, ça existe depuis des lustres. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est la capacité à prendre
le développement du pays dans ces différents secteurs après les formations reçues. Alors Roger Kiek, j'ai envie de vous poser cette question-là. La professionnalité aujourd'hui peut être une garantie de lutte contre le chômage. Vous savez que la question de l'insertion socio-professionnelle s'est toujours posée. Alors aujourd'hui, on voit le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famondongo, très engagé. J'assistais aussi dernièrement à un séminaire où il était question de recadrer les choses. Maintenant, je veux comprendre, à cet instant, est-ce que la professionnalité, pour emprunter l'expression de notre enseignant d'université présent sur le plateau, peut justement être un moyen de lutte contre le chômage après la formation? Parce qu'il est question maintenant de fabriquer des personnes, ou alors des étudiants ou des personnes qui peuvent s'auto-employer. C'est une façon, en d'autres termes, de valoriser l'entrepreneuriat. C'est la clé, c'est la solution. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Vous voyez tout le temps que le professeur Nguelieu a pris pour vous expliquer. Bon, l'enseignant, chargé de cours, docteur Nguelieu, enseignant, si vous voulez, a pris pour vous expliquer. Le problème, c'est que au Cameroun, c'est beaucoup théorique, c'est bien théorisé. On parle beaucoup, on bavarde beaucoup. Le ministre d'État est là depuis 20 ans. Et je vais être un peu dur. Est-ce que la professionnalisation au Cameroun, le concept est lancé en 2007. Oui, 2007. Vous comprenez, hein? On a beaucoup causé. Je veux féliciter le professeur Armand Lecaille Somba, chef de département. C'est un journaliste à la base, hein? Vous ne le saviez peut-être pas. Il a fait la radio. Hein? Je l'ai connu à la radio, c'est un ami. Et lui, il a la vision de la chose. Docteur Nguelieu, la professionnalisation... Perrier. Hein, pardon? Perrier. Elias ou Perrier. Elias Perrier, si vous voulez, avec beaucoup de modestie. La professionnalisation des enseignements est un concept qui découle de la sociologie américaine. Puisque là-bas, on avait pensé que il fallait d'abord commencer par former les enseignants eux-mêmes, en leur donnant les capacités de pouvoir transmettre donc aux étudiants des savoir-faire et des savoir-être qui leur donnent d'aller produire les services. Parce que la professionnalisation est orientée vers les services. C'est pour ça que ça a impacté les professions libérales aux États-Unis d'Amérique. On ne forme plus un type qui vient s'asseoir au quartier pour écrire une demande et aller au ministère. On forme un type qui vient s'auto-employer ou alors qui est absorbé immédiatement parce qu'il y a un lien entre les enseignements, les savoir-faire, les savoir-être dispensés et les entreprises. Les entreprises sont impliquées dans le processus. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est un rapport avec les besoins, avec les réalités socio, culturelles et économiques du pays où on se trouve. C'est pas pour la Chine ou pour la France qu'on forme ça. C'est en fonction d'ici. Si vous avez le bambou de Chine ici, si vous avez des eaux où on peut faire de la pêche ici, vous formez des gens à l'université pour pouvoir impacter directement sur la réalité et produire des biens et des services en rapport avec ce dont nous disposons. Effectivement. Ça a duré, ça essaie de prendre. Vous avez dit que vous êtes à 45%. Moi, je vous ramène, je ne sais pas moi qui vous note, je vous ramène à 25 ou 30%. Parce qu'en fait, on est dans le process. On est seulement dans le process. On peut, si ce qui se fait est poursuivi, parce que ça demande des budgets, ça demande des moyens, ça demande la capacité de la part du corps enseignant pour porter l'idée. Ça demande beaucoup et moi, je ne vois pas beaucoup. Je suis très heureux parce que j'ai mis mon fils, il est en première année de Polytechnique à Douala et j'ai appris qu'ils ont fabriqué une voiture. Fabriquer une voiture Polytechnique de Douala, je suis content pour cela. C'est-à-dire s'ils peuvent commencer à fabriquer. Oui, les étudiants de Polytechnique de Douala viennent de produire une voiture, un véhicule, etc. Donc en fait, vous voyez, le chômage, il est là. Vous avez des gens formés en sciences de la terre. Vous avez beaucoup de sociologues et de philosophes formés. Ils sont au marché central. Ils font le call box. D'autres sont sur les motos en train de faire du benskin. Quel gâchis. Parce qu'en réalité, il faut qu'on se le dise, depuis 1958, le colon, notre tuteur colonial, a lui-même conçu les enseignements qu'on devait nous dispenser. Quand on nous a menti ici que ce que vous appelez pomme de France ne peut pas pousser au Cameroun, c'est parce que le colon a reparti
l'Afrique comme des espèces de plantations. Dans tel pays, ils vont faire ceci. Ici, ils vont faire seulement au cacao. C'est un mensonge parce que les pommes en question poussent ici. Bien sûr. La vigne, elle pousse ici pour produire du vin. Or, ils ont préféré mettre ces pommes, ces vignes en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc. Venir faire du cacao. Parce qu'en réalité, toutes ces cultures de rente repartaient vers leur marché. Ce sont eux qui fixent d'ailleurs les cours sur le marché international. Et vous ne faites rien, vous ne produisez pas pour vous-même, vous produisez parce que ça va vers leur marché. Quand nous avons compris qu'il s'agit de cela, il faut reformer les process d'enseignement. Reformer les process veut dire former des nouvelles cuvées d'enseignants qui vont à leur tour aller doter les apprenants de ces savoir-faire et de ces savoir-être. Okay, c'est-à-dire que vous avez un bassin en 30 secondes, écologique comme la Sanaga maritime, vous avez beaucoup de bambous de Chine à Edea, etc. Mais vous formez un type de menuisier qui fabrique des portes en bambou de Chine, des lits en bambou de Chine, des chaises en bambou de Chine, qui trouvent directement un marché local et ça résout même des maisons avec ce type. Parce que les Chinois font des maisons comme ça. Les Américains font des immeubles R+3 en bois. Ce que vous appelez carabote, là, bien fait, démontable. Tu changes de ville, tu prends ta maison, tu vas avec la poser dans une autre ville. Mais nous ne pouvons pas, vous n'en êtes pas là. C'est vers ça que nous devons aller. Je suis un peu dur, un peu critique, mais c'est déjà bien que l'idée soit là. Elle est au Cameroun. Elle a germé ici depuis 2007. Et vous venez de me vanter un chantre de cette professionnalisation qui, malheureusement, est aux affaires depuis 2007. C'est bien que ce soit réveillé. Et nous sommes exigeants. Nous sommes exigeants parce que nous voulons plus avoir envoyer les enfants à l'école et nous retrouver en train de leur acheter du pain le matin 20 ans plus tard. Merci beaucoup, Roger. Alors, Bernardo Basson, pour Elias Pierrier, le processus est à 45%. Pour le journaliste de Royal FM, Roger, qui est que le processus, lui, est à 25%. Et vous, si je vous demandais de donner une note comme ça, d'estimer le processus de professionnalisation des enseignements au Cameroun serait à combien? Je crois que à l'horizon 2035, on pourra être à 3% quand même. Waouh, ça c'est peu dur ça. Alors, si vous demandez, après l'exposé du docteur, à un téléspectateur, s'il a compris ce qu'on appelle professionnaliser l'enseignement, il vous dira non. Justement parce que cette théorisation absolue, illimitée, discontinue est de nature à embrouiller les esprits. Il y a des piliers. Professionnaliser l'enseignement implique plusieurs piliers. Je vais en dégager deux. Le premier, c'est renforcer le système entre eux, renforcer l'unité, la cohésion entre un produit et le système. Prenons le cas du sport. Le rendre professionnel, c'est-à-dire renforcer l'unité entre le sportif et le sport pour qu'il y ait une identité. Au Cameroun, il n'y a pas encore une identité académique. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut conduire une génération. Les 90, les 2000, où est-ce qu'on veut les voir en 2025, en 2030? On ne sait pas encore. Trop de discours. Deuxièmement, le second élément, c'est permettre à ce qu'il y ait, je pense que avant de noter ça ici, commercialisation du produit. Ça veut dire que il faut que l'étudiant formé soit commercialisable. Pas vendre sur le marché, mais que le gouvernement puisse l'employer, les privés puissent l'employer, les étrangers puissent l'employer. Au Cameroun, quand il faut construire un pont, on appelle qui? Les étrangers. On appelle qui? Parce que justement, il y a une unité académique là-bas. On sait quels sont... Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, technologie. États-Unis, technologie. Maroc, BTP. C'est ça, c'est-à-dire, c'est des pays qui ont d'autres secteurs, mais des secteurs, quand même, on voit des éléments qui sont assez protubérants. Au Cameroun, quand j'ai étudiant, qu'est-ce qu'on voit? On voit la bière, on voit les femmes. Ou pour les garçons, on voit les enfants sapés. Et on voit les agrégés qui parlent très bien le dimanche à la télé. À l'issue, quel est le produit qui est vraiment généré? Il n'y a pas. Et nous mangeons du poisson importé. Voilà. Alors qu'il y a des universités, il n'y a pas d'université halieutique. Et comme nous mangeons du poisson importé. Mais M. Niamek a dit hier que c'est le poisson pourri qu'on nous vend. Ça, c'est vrai. On n'a pas d'eau. Pourtant, on a un bassin hydrographique qui est intéressant. Et l'université n'a formé personne pour aller nous produire du poisson. On fabrique beaucoup de juristes. J'en fais partie. Parce qu'on sait qu'ils vont rester les slogans.
et ils vont dire Ils vont sourire. ayo payo. C'est leur travail. Dans la pratique, ils ne vont servir à rien. Un ministre camerounais même sorti récemment pour dire que mais ceux qui font sociologie, histoire, ils vont chômer. Un ministre l'a dit. Vous comprenez à quel point le mal est profond. Pour lui, l'histoire ne renvoie à rien. Olivia, Oui, Bernardo. l'idée existe. Oui. Mais pour l'instant, on est dans les slogans. Elle prend trop de temps. Dans les slogans. Et ce n'est pas un objectif. Il faut le savoir. Le c'est d'abrutir les jeunes pour se maintenir au pouvoir. Ça, Je voulais dire que quand je dis 25%, les étudiants de Polytech Yaoundé produisent quand même déjà des plaques solaires pour faire l'électricité. En 2023. Ils ont des petites choses qu'ils peuvent faire. Mais je dis, si on avait suffisamment professionnalisé les enseignements, on pourrait déjà nous-mêmes produire ce que nous consommons ici. Si on fait le croisement entre le potentiel, ce qui est fait, et ce qu'on obtient, nous sommes dans la courbe négative. Oui. Nous sommes dans le négatif. Effectivement. Alors, Pierre Biron-Niemek, moi, je vais quand même essayer d'être optimiste. Je crois que c'est en fin de semaine dernière qu'il y a un projet de loi justement visant à réformer et à moderniser la gouvernance universitaire qui a été adopté. Et ce projet de loi, je vais vous citer quelques éléments de celui-ci. Je crois qu'il y a il intègre les effectifs des enseignants et non-enseignants. Il revient aussi sur le système LMD justement et sur la professionnalisation dont nous parlons ce matin. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier cela quand même d'un éveil, quoique tardif, des membres du gouvernement, Pierre Biron-Niemek? Du professeur Jacques Famondongo, parce que c'est lui qui a défendu le projet devant le Parlement. Bon, vous voulez la vérité? Oui, je veux la vérité. Naturellement, nous sommes sur Espace Miné, donc nous voulons la vérité. La professionnalisation des enseignements n'a pas encore commencé au Cameroun. Parce que ce n'est pas là-bas que nous sommes. Le professeur Famondongo a 73 ans et il a fait une thèse en sémiotique ou en sémiologie. Il ne sait pas lui-même ce que c'est que l'enseignement professionnel. Non. On a envoyé un cheminot, ministre de la formation professionnelle. Il ne sait lui-même ne sait pas ce que c'est. Ce que l'histoire. Oui. Il faut créer un ministère des enseignements professionnels. Il faut dire, parce qu'il y a une chose, le docteur a tourné autour de la chose, les enseignants d'université ne peuvent pas professionnaliser les étudiants. C'est vrai. Eux-mêmes n'ont pas été formés pour cela. Ils peuvent pas. Donc on ne transfère pas plus de droits qu'on en a reçu. C'est le mensonge. Le mensonge. C'est pas là-bas. Les universités, les facultés ne forment pas les professionnels. Mais je ne comprends pas pourquoi... Ça forme de diplômés. Non, il faut dire aux étudiants, vous qui écoutez, si vous avez une tête pour faire l'école pendant longtemps, faire l'école pour être un théoricien du savoir, vous allez dans les facultés. Vous faites comme Famondongo, vous écrivez une thèse de 3000 pages. Voilà ce que vous faites. Ensuite, vous êtes chargé des discours du chef de l'État, vous écrivez bien. Vous êtes chargé de la recherche scientifique. Dans les laboratoires, il n'y a pas que les laboratoires des scientifiques, même les littéraires ont des laboratoires. Vous écrivez des livres. Ainsi de suite, c'est ce que vous faites. Si votre cerveau n'est pas fait pour ça, n'allez pas à l'université. C'est une perte de temps. En principe, sans vous couper, d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'au départ, l'université n'est pas faite. Il faut dire aux gens. Parce que moi, je vois les étudiants, je vois beaucoup de gens s'inscrire souvent en filière. Il dit que quand il aura la licence, il va chercher le travail. C'est faux. L'université est pour ceux qui veulent faire de longues études. Et qui en ont les pour aller s'asseoir. Vous permettez de... Parce que quand vous dites longues études, on a l'impression que je vous raconte mon histoire. Écoutez, je vous raconte mon histoire. On peut terminer un bac plus 5 à l'université. Attendez, un bon chercheur. Un bac plus 5, c'est de longues études. Écoutez, mon fils obtient son bac à 16 ans. Il rate Polytech, il rate l'école des travaux. Et je lui dis, papa, comme tu aimes beaucoup l'argent là, moi je vais te mettre à soi, sciences économiques et de gestion. Dès que tu as ta licence, je te mets dans une banque, l'une de nos entreprises. Il a éclaté de rire. Je lui dis, tu te moques de moi. Et puis il revient et me dit, papa, mets-moi en première année de physique. Je vois mon petit frère et ami Richard, docteur Richard, il me dit, physique? Effectivement, quand il a fait sa première année de physique, il est revenu, il a eu Polytech Yaoundé, il a eu Polytech de droit. Le gars veut faire son génie civil.
Non. Et moi, j'ai accepté qu'il aille faire son génie civil. Parce que la corrélation dont on parlait tout à l'heure. Et ces écoles Vous avez terminé à Polytechnique, le Labogénie, le Madgénie, etc. auraient des ingénieurs camerounais formés qui seraient en train de bâtir les ponts au lieu qu'on importe des Chinois ou des Occidentaux. Les ministres en question distraient Paul Biya pour qu'on crée toujours de nouvelles universités littéraires et autres. Qui nous sert des chômeurs en fait. Donc, ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est perdu. Le système qu'on appelle LMD au Cameroun est faux. Il n'y a pas de LMD au Cameroun. Ouais. On a changé juste le nom. À notre époque, on appelait unité de valeur. À leur époque, on appelle unité d'enseignement UE. Le contenu d'AOMPC. Donc, c'est pas ça. Non, il ne faut pas confondre l'APC au secondaire et l'APC. Je ne veux pas parler d'approche par compétence, parce que pour ne pas faire injure aux enseignants du supérieur, l'approche par compétence est beaucoup plus difficile à implémenter là-bas. Elle peut encore s'implémenter au niveau du primaire et du secondaire. Donc vraiment, il ne faut pas dire aux gens ce qu'on ne va pas leur donner. L'école au Cameroun est le plus grand menteur qui vous promet ce qu'elle ne vous donnera pas. Donc le menteur, il vous promet ce qu'il ne vous donnera pas. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez, il faut qu'on donne des écoles de formation au Cameroun en abondance. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que l'État ne veut pas investir dans ce domaine qui demande beaucoup de moyens. Vous voyez, les écoles de formation coûtent cher, alors que les universités ne coûtent pas cher. On laisse donc les gens aller faire ce qui ne va pas leur servir. L'université doit rester pour une certaine élite. Et moi, j'apprécie l'université. L'élite intellectuelle. Parce qu'il ne faut pas tuer l'élite intellectuelle non plus. Non, pas du tout. Mais elle doit être sélecte. Le cerveau, là, tout le monde, vous qui allez à l'université, votre cerveau n'est pas fait pour faire l'école. Il ne faut pas mentir aux gens. Il y a des cerveaux pour apprendre rapidement des métiers et être opérationnel. Il faut envoyer les gens faire ça. Vous allez vous balader là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez l'impression que les gens du village vous ont gâté. Ils vous suivent parce que vous avez constamment les mots de tête. Vous avez les mots de tête parce que votre cerveau n'est pas fait pour ça. L'université est faite pour une certaine élite. Et si on professionnalise réellement les formations, l'élite universitaire ne sera plus nombreuse. On n'a pas besoin d'avoir 30 000 étudiants dans une... Pour faire quoi là-bas? Non. Vous faites droit. On a combien là? 40 000 qui font droit contre 120 places à l'ENAM. Vous-même, vous réfléchissez. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Que ça donne quoi? Divisez 40 000 fois 120, vous verrez en quelle année vous tous, l'une des promotions entrera à l'ENAM. Même si on dit même qu'il n'y a plus de tricherie. Donc, il faut séparer l'enseignement supérieur normal, celui qu'on connaît, avec les docteurs qu'il a formés, qui vont continuer à former d'autres savants. Le savant, c'est quelqu'un qui sait d'abord. Savoir-faire, c'est autre chose. C'est ça. Il faut savoir d'abord pour savoir et connaître. Il nous faut de telles personnes. Maintenant, le savoir-faire, qui est un ensemble de compétences, ce n'est pas dans les universités. Comme le professeur d'université, le professeur qui est là, c'est parce qu'il a, c'est parce qu'il a fait une formation parallèle qui lui a donné un master professionnel. Si j'avais affaire à un simple enseignant d'université qui a suivi le cursus, je lui demanderais qu'il sait faire quoi. La seule chose qu'il saurait faire, c'est enseigner. N'est-ce pas? Et écrire de belles de beaux textes. Mais il faut des gens qui écrivent de beaux textes. Il faut des gens qui enseignent. Il faut des gens qui font de la recherche. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, la marmaille que Fandongo veut qu'il y ait beaucoup de gens là-bas pour qu'il y ait son ministère ait de budget. Il faut diviser ce ministère. Il faut créer un ministère. Et là-bas, l'autre ministre qui est à la formation professionnelle. Tout à fait. Il vous a dit, il faut voir le cheminois parler comme un cheminois. Il vous a dit que la géographie ça sert ne mène nulle part. La philosophie, rien. Il n'a pas fait la philosophie lui-même. Bon, donc mais il aurait pu savoir que ça mène quelque part. Sauf qu'il disait une vérité. Lui, dans son ministère, il ne prend pas les géographes. C'est ce qu'il vous disait. Il ne prend pas les philosophes. Il ne prend pas les philosophes. Il ne prend pas les historiens parce qu'il ne veut pas qu'on vienne lui dire comment la guerre mondiale s'est passée. Donc, puisqu'il faut donc allier, il faut que le monde aurait été là où il est. Non, si on respectait... c'est la politique qu'il a envoyé là-bas. Voilà. Et il a accepté. Il peut même être ministre de la Santé. On ne va pas lui demander de soigner un malade. Donc,
Il faut que les entreprises expriment, et les besoins sont connus, leurs besoins réels, Tout à fait. et que les écoles de formation soient financées pour répondre aux besoins des entreprises qui existent et qui sont à venir. Parce que le président Paul Biya nous a dit qu'il nous a laissé notre sous-sol. Il ne l'a pas vu. Il y a donc des choses qui Beaucoup de richesses. Il faut que les jeunes soient formés à ces métiers, et ce n'est pas dans les universités. Ok, merci. On va prendre ces messages des téléspectateurs. Bonjour Olivia et à tout ton panel. La professionnalisation des enseignants est un élément très important pour le développement d'une nation. Le système économique est défini par le pouvoir politique qui doit avoir une vision claire et être en lien avec des engagements professionnels. Sinon, les gens seront formés pour rien. Au Cameroun, le système de M. Biya est loin de ce paradigme. Nos dirigeants sont plutôt formés pour la consommation des ressources. Nous devons d'abord nous battre pour avoir des bons dirigeants. C'est Hilaire de Niga. Elias Pierre, votre mot de fin. En quelques secondes, il n'y a plus assez de temps. Alors, merci Olivia pour terminer. Plus de théorie en quelques secondes. Bon, en réalité, théorie sans pratique n'a aucun sens, tout comme l'inverse. Je dirais que jusqu'ici, au regard d'un certain nombre de faits réels, la professionnalisation des enseignements dans les universités est sur une voie évolutive. Okay. Comme je l'ai dit, il y a des manquements, mais la question fondamentale porte sur la professionnalité, le type d'homme qui sort des universités. Il ne faut pas confondre l'université avec d'autres types de formations, parce que les écoles qui fabriquent les faiseurs, dont le savoir-faire, font partie de l'université. Et Polytech fait partie de l'université. Et on ne peut pas parler de l'université comme si on avait affaire à une seule faculté, peut-être de lettres. Donc, la professionnalisation est une réalité évolutive au Cameroun. Les acteurs s'y intéressent. Le secteur privé fait un travail assez important pour que le Cameroun soit sur la bonne voie. Ok, merci Roger, qui est votre mot de fin. Il faut franchir le pas. Que la faculté de médecine nous produise des biochimistes capables de produire des médicaments et nous soigner. Que l'école de mine nous produise des gars à même de pouvoir faire un lien avec les ressources dont nous disposons. Que nous ayons du poisson. Que la transformation de notre... Comment ça vous fait rire, mais je crois que au lieu de consommer les boîtes de conserve, il faut mettre en conserve ce que nous avons ici. Il faut produire pour nourrir, pour soigner les Camerounais. Vous verrez, ce sera un grand pas dans la résolution de nos problèmes sur la route de ce grand développement. Il faut être sincère. Merci Roger. Merci Roger. Bernard Basson, votre mot de fin, votre conclusion. Les enseignants doivent d'abord eux-mêmes être formés au professionnalisme. Tant que ce n'est pas le cas, vraiment c'est un leurre. J'ai dit en 2035, on sera autour de 3%. Je l'espère vraiment. Pour le moment, on n'est même pas encore à 0%. Pierre Bironimec. Paul Biya, on t'a trompé. Nous ne sommes pas sur la voie de la professionnalisation. Ce n'est pas là-bas. Nous sommes perdus. Ce n'est pas là-bas. Les universités ne professionnalisent pas au Cameroun. Merci beaucoup. C'est sur votre intervention qu'on va mettre fin à cette émission. Je vais vous remercier. Je vais remercier le journaliste Roger Kiek. Je vais remercier Elias Pierre Nguelieu, chargé de cours, qui nous a fait l'honneur d'être ce matin sur le plateau. Et également à Bernardo Basson, notre invité permanent. 12h, c'est le JT bilingue. 13h, les Amazones. 17h, le Grand Soir. Merci Bernardo Basson, le Grand Soir. 19h, le journal en langue anglaise. 20h, le journal en langue française. 22h, c'est la rediff de votre programme Espace Miné. Moi, je vais vous quitter sur ce conseil de vie. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie et l'amour la rend lumineuse. J'emprunte cette expression de Martin Luther King. On va prendre rendez-vous demain.